C'est bon, on peut reprendre les travaux. Donc, merci infiniment au comité organisateur, l'équipe organisatrice de doctorants qui m'a très gentiment conviée à présider cette troisième partie des travaux de l'après-midi, intitulée « Le nécessaire équilibre entre coopération et conflit ». Alors, je sais qu'on est pris par le temps, mais néanmoins, je souligne véritablement votre investissement, votre implication dans la vie du laboratoire et l'exemple de coopération que vous montrez à nos étudiants est vraiment très précieux parce qu'on a du mal à expliquer parfois ce que c'est la recherche en droit. Et au-delà de mener cet après-midi des travaux scientifiques de haute qualité, vous donnez vraiment envie de poursuivre en thèse. On sent qu'il y a une véritable énergie, un véritable enthousiasme, une véritable coopération. Vous œuvrez ensemble au succès de la recherche en droit public, international ou privé. Et donc ça, c'est véritablement un délice, j'allais dire, pour nous, enseignants-chercheurs, de voir la jeune génération prendre le relais. Donc cet après-midi, pour clore cette séance, vous me proposez comme thème l'équilibre entre coopération et conflit. Et donc, effectivement, il me semble que la notion de coopération en droit aujourd'hui est au cœur de l'actualité. On l'a dit, la médiation, les transactions, les conciliations, elles participent de cette idée qu'il faut faire ensemble, il faut se tendre la main pour parvenir à des buts communs. Mais au-delà de ce langage, peut-être qu'il y a également un effet d'annonce et on peut se demander si la coopération est seulement une affiche, si elle est seulement apparente ou si elle correspond véritablement à une réalité. Et donc 3 interventions de droit privé, même si en réalité droit privé et droit public coopèrent et se coordonnent assez bien aujourd'hui, vont interroger cette idée du conflit derrière la coopération. Et on va commencer avec vous, chère Marine Zeimetz, qui allait nous parler de l'ambivalence de la coopération et de la confrontation en droit du travail. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente pour vos encouragements qui nous font très plaisir. Et puis à mon tour, je tiens à remercier toutes les personnes sur lesquelles ce colloque n'aurait pas pu se tenir. Donc non seulement les intervenants, mais aussi les membres du laboratoire qui nous ont soutenus, les doctorants qui sont investis dans le colloque, le personnel administratif et des supports, notamment Laurence Salé, Florent Bourget ou encore Marion Chenevier. Et bien sûr, merci à vous aussi qui nous écoutons depuis chez vous. Pour certains d'entre vous, le droit du travail évoque peut-être avant tout le conflit, le rapport de force entre employeurs et salariés. Il est vrai que les conflits collectifs, que l'on connaît mieux sous le terme de grève, ont fortement marqué le droit du travail et ont permis d'imposer certaines revendications des salariés. On se souvient particulièrement de la grève de 1936, qui s'était soldée notamment par les accords de Matignon un mois plus tard. C'est à cette époque que s'institutionnalisent les délégués du personnel chargés de présenter à l'employeur les réclamations des salariés et de veiller à la réglementation, au respect de la réglementation, en constituant un relais de l'inspecteur du travail dans l'entreprise. On le voit, le vocabulaire conflit collectif, réclamation, revendication traduit bien cette idée de confrontation. Pourtant, la coopération n'est pas en reste. Elle est d'ailleurs l'objet même du contrat de travail. Le salarié, collaborateur comme on l'appelle parfois, prête contre rémunération sa force de travail et accepte de se soumettre à l'autorité de l'employeur dans le but de participer à l'entreprise de production de biens ou de services. D'un point de vue collectif, les salariés participent, par le biais de leurs représentants, à la détermination des conditions collectives de travail et à la gestion des entreprises. Cette participation peut prendre différentes formes. D'une part, la représentation syndicale et d'autre part, la représentation élue, c'est-à-dire les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le comité hygiène, sécurité et conditions de travail, aujourd'hui qui ont fusionné dans le comité social et économique.
On s'est demandé si à ces différentes formes de participation correspondaient différents modes d'action collective. Confrontation pour la représentation syndicale, coopération pour la représentation élue. La réponse est négative. On aurait tort d'opposer purement et simplement confrontation et coopération. Toutes deux se mélangent étroitement pour tisser les relations de travail. 2 exemples peuvent l'illustrer. Le comité d'entreprise et l'accord collectif. À sa naissance en 1945, le comité d'entreprise est plutôt conçu comme un organe de coopération. La loi le prévoyait d'ailleurs expressément en énonçant que le comité d'entreprise coopère avec la direction à l'aménagement des conditions de travail et de vie du personnel. Cette coopération n'y était cependant ni définie, ni accompagnée d'aucune obligation concrète. Elle restait ainsi, selon la doctrine, une simple idée abstraite ou un vœu du législateur. Elle était en outre critiquée, cette référence à la coopération. Monsieur Cohen, par exemple, disait qu'elle ne correspondait pas du tout à la réalité des rapports sociaux et convenait particulièrement au patronat. La notion fut alors supprimée avec la loi du 28 octobre 1982 et pour le législateur, il ne s'agissait pas de faire du comité d'entreprise une institution de lutte des classes, comme certains le craignaient, mais plutôt de donner un contenu concret à la coopération à travers le contrôle économique. En réalité, comme l'a montré Raymond Vatinet, la finalité du comité d'entreprise varie en fonction du contexte économique et social. La coopération est accrue lorsque les intérêts convergent. Chefs d'entreprise et comités œuvrent alors à la détermination de conditions de travail qui sont à la fois profitables aux salariés et aussi à la performance de l'entreprise. En revanche, lorsque les intérêts se polarisent, la confrontation prend le pas, par exemple lorsqu'entre en conflit, d'une part, le maintien de l'emploi et la rémunération des actionnaires. L'accord collectif, qui est porté plutôt par la représentation syndicale, constitue un second exemple de cette tension naturelle entre coopération et confrontation. Sans rapport de force, pas de véritable négociation. Mais sans coopération, pas de conclusion de l'accord. Il faut en effet dépasser la divergence d'intérêts pour pouvoir parvenir à l'accord. Traditionnellement, la tendance était donc plutôt à la coopération en faveur de l'intérêt de l'entreprise dans les rapports individuels et un mélange entre coopération et confrontation, plutôt en faveur de l'intérêt des salariés dans les rapports collectifs. Qu'en est-il aujourd'hui ? La coopération semble s'être recentrée sur les intérêts de l'entreprise, tandis que la confrontation est davantage individuelle qu'avant. Notre première partie, la coopération nous semble s'être recentrée sur les intérêts de l'entreprise. Pour le montrer, nous allons raisonner à partir de la conclusion des accords collectifs. D'une part, la philosophie de la négociation a changé au gré des bouleversements dans la hiérarchie des normes. Et d'autre part, certains accords collectifs, les accords de performance collective, permettent d'écraser l'intérêt individuel au profit de l'intérêt de l'entreprise. Traditionnellement, la hiérarchie des normes, articulée autour de l'ordre public social et du fameux principe de faveur, permettait plutôt une négociation qui était tournée vers l'intérêt des salariés. La loi fixait un minimum social qui pouvait être enrichi par accord de branche, lui-même améliorable par accord d'entreprise. C'est ainsi qu'on a pu parler d'une vision progressiste du droit du travail. Mais au nom d'une certaine flexibilité, le législateur s'est peu à peu orienté vers une autre méthode. D'abord, il a développé à partir des années 80 le recours à la dérogation. Ce système permet de déroger, dans un sens défavorable aux salariés, à la norme supérieure, c'est-à-dire la loi ou à l'accord de branche.
Ensuite, le législateur s'est appuyé sur le mécanisme de la supplétivité, accompagné d'un renversement de la hiérarchie entre les niveaux de la branche et de l'entreprise, pour justement dans cet objectif de flexibilité. Pour schématiser, les normes sont d'abord et avant tout posées par l'accord collectif d'entreprise, la branche et la loi n'étant plus applicables qu'à défaut d'accord d'entreprise. Les plus pessimistes y verront alors une conception régressive du droit du travail. L'accord collectif est ainsi devenu un outil de réglementation, moins systématiquement en faveur de l'intérêt des salariés et davantage en faveur de l'intérêt de l'entreprise. La coopération est certes toujours présente, sans elle, il n'y a pas d'accord, mais le centre de gravité des intérêts s'est déplacé vers celui de l'entreprise. Cette logique dans l'organisation collective des conditions de travail est poussée à son paroxysme avec les accords dits de performance collective. Conclus pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver ou de développer l'emploi, ce qui est quand même très large, ces accords permettent, et c'est là leur particularité, d'écarter les clauses contraires du contrat de travail. L'accord peut ainsi réduire la rémunération des salariés, augmenter leur temps de travail, prévoir les conditions de leur mobilité géographique ou professionnelle, sans que les salariés puissent véritablement s'y opposer. La loi énonce en effet que le salarié peut refuser la modification de son contrat, tout en affirmant que, s'il refuse, son licenciement reposera sur une cause réelle et sérieuse de licenciement. Bon, autant dire que le salarié ne peut pas refuser. L'intérêt individuel du salarié est donc écarté par la coopération entre employeurs et représentants des salariés au profit de l'intérêt de la collectivité des salariés ou plus sûrement encore de l'intérêt de l'entreprise. En parallèle de cette évolution, les autres formes d'action collective ont elles aussi évolué, perdant parfois un peu de leur force de contestation. Ce qui fait qu'en conséquence, c'est développer la confrontation plutôt dans les relations individuelles de travail. C'est donc notre deuxième point, la confrontation est plus individuelle qu'auparavant. Puisque la confrontation collective n'est plus aussi vigoureuse qu'avant, c'est ce que nous allons voir dans un premier point, les mécanismes de confrontation percent dans les relations individuelles, avec toutefois un succès assez relatif. La grève serait-elle un mode d'action collectif dépassé ? La question est peut-être un peu provocante et il serait évidemment excessif d'affirmer que la grève n'est plus un mode d'action collective. Mais d'autres moyens, qui sont jugés plus actuels, se développent en complément, voire en concurrence. Agir sur le terrain de l'image de marque de l'entreprise, par exemple en prenant à témoin les clients, les consommateurs, les fournisseurs, voire en interpellant l'opinion publique, permet parfois de peser davantage dans le rapport de force que ne peut le faire la grève. Mais c'est surtout la capacité de confrontation du comité d'entreprise, qui est devenu le comité social et économique, qui s'est fortement réduite. Il y a quelques années encore, le comité avait un pouvoir de nuisance assez important. Obligé de recueillir l'avis du comité avant tout projet important ou sur la marge générale de l'entreprise, le chef d'entreprise n'était, et n'est toujours pas, tenu de suivre cet avis. Qu'à cela ne tienne, pour freiner l'employeur, la délégation du personnel usait de manœuvres dilatoires en refusant de rendre un avis ou bien en saisissant le juge. Si le comité ne pouvait pas ainsi empêcher la réalisation des projets, il pouvait considérablement les ralentir. Avec un objectif avoué de déjouer ces manœuvres dilatoires, le législateur, suivi par la jurisprudence, est intervenu en 2013 en instaurant des délais de consultation au couperet tranchant.
Le comité social et économique n'est ainsi plus autant en mesure qu'avant de jouer la montre. En effet, à l'expiration du délai de consultation, il est réputé avoir rendu un avis négatif, ce qui permet ensuite à l'employeur de mettre en œuvre son projet. Quant à la saisine du juge, elle ne suspend plus par elle-même le délai de consultation. Tout au plus, le comité peut-il arguer qu'il n'a pas suffisamment d'informations pour essayer de gagner un petit peu de temps, mais tant le législateur que la jurisprudence veillent à ce que cette demande ne soit pas purement dilatoire. En tout état de cause, le pouvoir de contestation du comité d'entreprise, maintenant du comité social et économique, s'en trouve réduit. Cet affaiblissement dans la confrontation par voie collective a peut-être généré, sinon encouragé, une confrontation plus individuelle des intérêts. L'essor des droits fondamentaux dans l'entreprise, notamment à partir de la fin des années 80, a permis aux salariés d'obliger l'employeur à prendre en compte leurs intérêts. L'employeur ne peut ainsi plus sanctionner, par exemple, un salarié qui refuserait un changement dans les horaires de travail, dès lors que ce changement porte une atteinte excessive aux droits du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale. Mais à vrai dire, il s'agit là davantage d'une conciliation d'intérêts entre celui du salarié et ceux de l'entreprise que d'une véritable confrontation. Pourquoi ? Parce que l'employeur peut restreindre les droits fondamentaux du salarié, enfin les libertés et les droits du salarié, dès lors que cette justification et cette restriction est justifiée et proportionnée au regard de la tâche à accomplir. En somme, on arrive là encore à mettre en balance les intérêts des salariés avec celui de l'entreprise. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment.